Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est bon. Communiqué du service de santé des armées. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé à l'hôpital d'instruction des armées Percy à Clamart le 11 novembre 2004 à 3h30. Je vous remercie. Yasser Arafat avait un rapport au temps qui défiait l'entendement. Comme s'il avait l'éternité devant lui, il avait fini par faire croire au monde qu'il était immortel. L'homme qui a porté la question palestinienne au cœur de l'actualité mondiale, tout au long de sa vie, disparaît brusquement. Il laisse un peuple orphelin, déboussolé et divisé. L'embryon d'État palestinien créé à Oslo en 1993 a été torpillé par les assassins d'Yitzhak Rabin et réduit en cendres par des années d'intifada et de guerre avec Israël. Le clientélisme et la corruption ont rongé la société palestinienne et favorisé l'émergence d'antagonismes profonds. Mais au jour de sa mort, son peuple affiche une unité retrouvée pour un dernier hommage. Arafat était avant tout un combattant aux yeux de son peuple. Il a été enterré comme un fédaï qu'il était. Et je pense qu'il aurait été très heureux d'être enterré comme il a été enterré. Toute sa vie, Arafat a tutoyé ses derniers jours du bout de son kéfier pour mieux les repousser et mener son combat. Parfois avec brio, souvent avec violence, toujours avec la légitimité de celui qui se bat pour son peuple. Il fut l'homme de toutes les épithètes, honni par les uns, porté au nu par les autres. Arafat a divisé le monde et les opinions portées à son endroit. J'aurais aimé qu'il soit un Ben Gourion ou un Lincoln. Ce ne fut pas le cas. Il n'était pas non plus totalement terroriste. Il était quelque chose entre les deux. Arafat voulait être tout à la fois. Un prophète aux yeux des Arabes, un général aux yeux des combattants, un ingénieur auprès des civils, un homme moderne aux yeux des Européens. Ce n'était pas quelqu'un de simple. Il avait vraiment une personnalité complexe. En juillet 2000, Yasser Arafat aurait surtout voulu être l'homme par qui l'État palestinien prenait enfin corps. Mais le sommet de Camp David, où Bill Clinton l'a convié avec le premier ministre israélien Ehud Barak, se solde par un échec. Les accords de paix, signés 7 ans plus tôt, sont balancés aux oubliettes de l'histoire. Les Palestiniens attendront bien encore un peu pour un État indépendant. L'élimination politique de Yasser Arafat est en marche. À partir du moment où Israël a déclaré qu'il n'y avait plus de partenaires, j'ai compris quelles en seraient les conséquences. À mon esprit, c'était la fin d'Arafat. La fin politique d'Arafat, qui a précédé, je dirais, sa mort physique. À Camp David, Yasser Arafat a refusé de transiger sur la souveraineté de ce que les musulmans nomment l'esplanade des mosquées et que les juifs appellent Mont du Temple. Ce lieu sacré, considéré comme le 3e lieu saint de l'islam, revêt une importance capitale pour le futur État fragmenté de Palestine. La seule chose qui lui donne de l'importance, une aura de grandeur, c'est le mont du Temple. C'est un symbole qui n'est pas seulement émotionnel. Il a aussi des implications fondamentales d'ordre économique, social, culturel et même touristique.
ces considérations, le leader de droite Ariel Sharon, ennemi de longue date de Yasser Arafat, les balaye. Il se rend sur le mont du Temple. Rien d'impromptu dans cette visite. Le Premier ministre Barak, rival politique de Sharon, ne fait rien pour l'empêcher. I came here with a message of peace. I believe that we can live together with the Palestinians. I came here to the holiest place of the Jewish people in order to see what happens here. Si Israël demande la souveraineté sur le mont du Temple, c'est-à-dire sur la mosquée Al-Aqsa, alors ce sera là. Cela explosera. La réaction à la venue d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées était prévisible. Après des années de frustration, d'humiliation, de colonisation sauvage, la rue palestinienne s'embrase. La deuxième intifada vient de débuter. Le conflit vieux de 50 ans sombre dans une nouvelle spirale de violence. Dans ce contexte chaotique, des élections anticipées sont appelées en Israël. Ariel Sharon, l'irréductible ennemi des Palestiniens, est élu Premier ministre. À Ramallah, dans son bureau présidentiel de la Moukata, Arafat feint l'indifférence. C'est pourtant à cet instant que sa propre vie politique va basculer. Pour mieux comprendre ce qui va se tramer, il faut remonter un peu dans l'histoire de ce conflit. Ce n'est pas une histoire simple, pour aucune des parties. Vous savez, en politique, le plus gros problème, c'est la suspicion. Il y a toujours des motifs de suspicion. Il y a toujours un danger d'exagérer votre suspicion. C'est alors que la diplomatie devient malade. Avant la suspicion et une diplomatie même malade, il y a d'abord eu des années d'autisme, où malgré la reconnaissance de l'OLP par les Nations Unies en 1974, le combat mené par Yasser Arafat était nié par les Israéliens. Parce que le terrorisme, parce que la charte de l'Organisation de libération de la Palestine prévoyait implicitement la destruction du jeune État hébreu, fondé en 1948. Et de son côté, Israël, au nom de sa sécurité, s'autorise brutalité, injustice et occupation de territoire. C'est un homme qui n'a jamais été victime du destin. Déjà très jeune, lorsqu'il était étudiant, il avait décidé qu'il n'allait pas vivre une vie normale, qu'il allait être un combattant, qu'il allait fonder, ce qu'il a fait, avec ses camarades, le premier mouvement de libération nationale palestinien. What do you hope to achieve? You see, definitely our rights and our hope to return back to our homes, from which we had been kicked by force of imperialism and zionism. Depuis la Jordanie et le Liban, la guérilla palestinienne harcèle quotidiennement Israël. Arafat, le Fedaïn, devient une cible prioritaire des services de sécurité de l'État hébreu. En 1982, dans Beyrouth assiégée et pilonnée par les forces israéliennes, des unités spéciales recherchent le leader de l'OLP. Ariel Sharon, alors ministre de la Défense, s'est fixé pour objectif d'anéantir les combattants palestiniens et de liquider Yasser Arafat. Nos services de renseignement se sont focalisés sur Yasser Arafat. Nous avons commencé à l'appeler « l'homme aux 10 vies ». Plus d'une fois, nous arrivions à un endroit où il n'était plus là. Ou alors, nous nous trouvions à un étage et lui se trouvait à l'étage du dessous. Nobody can squeeze me to surrender. And I don't like to repeat this word. I am here to fight and to win. Hâbleur, même à la veille d'une défaite. Le siège de Beyrouth s'achève après 2 mois de combat. Arafat ne s'est pas rendu, mais il est contraint à l'exode avec ses combattants. Après la Jordanie dans les années 60, le Liban dans les années 70, c'est au tour de la Tunisie, de Habib Bourguiba de l'accueillir.
Dans cette décennie 80, un pas décisif vers un règlement du conflit est effectué par Arafat. Cela a pris des dizaines d'années, mais pas tant que ça. Et en 1988, il change les mentalités au sein de l'OLP et de son principal mouvement, le Fatah. Il prépare ainsi le terrain pour négocier avec Israël dans un cadre politique. En visite à Paris en 1989, Yasser Arafat annonce que la charte de l'OLP est désormais caduque. C'est l'homme du compromis historique, ça veut dire celui qui a trouvé comme solution pour son peuple une solution qui donne aussi un avenir au peuple de l'État avec qui il est en guerre, ça veut dire le peuple israélien. Avec le recul, la période paraît un peu euphorique. Israéliens et Palestiniens signent en 1993 les accords de paix d'Oslo. Le monde assiste à une inconcevable poignée de main entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat. Après 30 ans de lutte, Yasser Arafat, symbole de la résistance extérieure, peut rejoindre la Palestine. I am coming here to live. This is a strange question. How you can dare to ask me this question in my homeland? Soutenu par son peuple, il appelle à une accélération de l'histoire. La création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale. Yitzhak Rabin, signataire des accords d'Oslo, prix Nobel de la paix, est conspué par la droite israélienne. Un climat délétère s'installe. 16 mois après le retour de Yasser Arafat dans les territoires, Yitzhak Rabin est assassiné par un extrémiste juif. Je suis rentrée dans son bureau, je me rappelle comme si c'était hier, et il était tout seul, contemplatif, devant la mer. Ses gardes du corps m'ont dit « Il ne veut voir personne, mais toi, il veut te voir ». Et je lui ai dit « Mais je te trouve très effondré ». Il m'a dit « C'est terminé, le processus de paix est terminé ». Yasser Arafat ne croisera plus de partenaires comme Rabin. En 2001, c'est même l'un des plus farouches opposants au processus de paix et à sa personne qui prend les rênes de l'État hébreu. Immédiatement après les élections, il était évident que le but de Sharon était de se débarrasser de Yasser Arafat. Politiquement, physiquement, et je crois que pour Sharon, il s'agissait d'une affaire de principe. J'ai tendance à penser que Sharon ne voulait aucune entité politique pour les Palestiniens. Et celui qui symbolisait cette entité, c'était Arafat. Et donc Sharon commence en 2001 à littéralement, physiquement, militairement saper tout ce que nous avions construit avec Oslo. Une violence indistincte s'abat sur la région. Israël réprime dans le sang les manifestations. Et alors que les attentats ont cessé depuis 1997, le Hamas et le djihad islamique reprennent leurs actions suicides dans les villes israéliennes. Rejoints par un nouveau groupe, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, issus de la branche armée du Fatah, parti de Yasser Arafat. Tous ceux qui avaient soutenu le président Arafat parce qu'il leur avait donné un espoir d'un État palestinien commencent à se rétrécir comme une peau de chagrin et disent peut-être que le Hamas avait raison, peut-être que cet Oslo était une illusion, peut-être qu'il faut revenir à la lutte armée, peut-être que les Israéliens ne comprennent que le langage de la violence militaire. Nous avons décidé de le rendre responsable. Vous savez, nous voulions une entité étatique établie, comptable de ce qui se passait dans l'autorité palestinienne. Nous ne voulions pas avoir à gérer avec chaque terroriste. Alors l'idée était de lui mettre la pression. Après tout, il était le leader. La situation de Yasser Arafat, déjà intenable, va basculer avec les attentats d'Al-Qaïda aux États-Unis. Dans le conflit israélo-palestinien, il y a aussi un avant et un après 11 septembre. Nous avons tenté de le convaincre.
que l'événement du 11 septembre était au-delà de ce qu'il avait pu en penser. Il y a eu un changement radical dans la politique américaine. Alors sachons nous adapter à ce changement. Il ne voulait rien entendre. Il ne pensait pas cela aussi dangereux que nous l'imaginions. C'était une erreur majeure. Et à travers cette faille, Sharon a été capable d'infiltrer et de mettre George Bush de son côté, en jouant avec le manichéisme de la politique américaine de cette époque. Si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes contre nous, et donc vous êtes un terroriste. Yasser Arafat, qui ne peut ou ne veut pas mettre un terme à la violence, en paye directement les conséquences. L'armée israélienne bombarde aux avions F-16 les symboles de son pouvoir. Les bâtiments de l'autorité palestinienne sont pris pour cible. Chaque attaque se solde par son lot de victimes civiles. I'm sorry to say that still the Israelis are escalating their military activities. So what do you expect from Sharon? To return back to the peace process, the peace of the agreement, which I had signed with my partner, late Rabin. Mais derrière les déclarations de circonstance à la presse, Yasser Arafat accumule les mauvais points. Le Karin A, un paquebot transportant des armes en provenance d'Iran, est arraisonné par la marine israélienne. Le président palestinien était au courant de l'arrivée de la cargaison. L'événement qui scelle le sort de Yasser Arafat intervient le soir de la Pâque juive. Une opération commune du djihad islamique et du Hamas fait 30 morts dans un hôtel de Netanya. George Bush réagit fermement à cet attentat et interpelle le président palestinien. I call upon Mr. Arafat and the Palestinian Authority to do everything in their power to stop the terrorist killing. Le lendemain, Arafat s'empresse d'accepter un plan de sortie de crise américain. للعمل من أجل وقف إطلاق نار فوري للبدء الفوري في تنفيذ خطة عمل تنت بدون شروط وبدون المساس بأي بند من بنودها. Il était bien trop tard. Nous comptions les corps de part et d'autre. Il y en avait trop. C'était un véritable carnage, de misère, de souffrance. Ariel Sharon réunit un conseil des ministres de crise. Peu importe les responsables du massacre de Netanya, il faut désigner un coupable et agir. Ariel Sharon rappelle des milliers de réservistes et lance une opération d'envergure dans les territoires palestiniens, l'opération Rempart. Des blindés convergent vers la Moukata, résidence de Yasser Arafat. Le Premier ministre voulait qu'il soit expulsé de la région, exilé du Moyen-Orient. Nous avons suggéré que ce n'était pas la meilleure solution au problème. Qu'Arafat, hors de la région, de notre point de vue, serait plus dangereux que s'il était présent. Et nous avons accepté l'idée qu'il soit confiné dans son quartier général et qu'il ne soit pas autorisé à opérer librement. Il était tellement sûr de sa posture, de figure internationale avec un charisme très spécial.
Il était tellement certain que ses ennemis ne seraient jamais capables de l'isoler. Et que cela créerait forcément une crise internationale, nationale et même locale pour ses ennemis, et non pour lui. Les blindés israéliens encerclent la présidence pour ne plus la quitter. Yasser Arafat est privé d'eau, d'électricité et ses contacts avec le monde extérieur contingentés. Le président palestinien est confiné à la Moukata, où les soldats de Tsahal se sont invités à quelques mètres de son bureau. I am appealing to the whole international world to stop this aggression against our people. Yasser Arafat est au cœur d'une guerre qu'il ne maîtrise plus. Aux attentats, Israël répond par des représailles. Aux incursions, aux assassinats ciblés, aux destructions, les Palestiniens répondent par d'autres attentats. Yasser Arafat est dans l'impasse, et pourtant, comme au Liban 20 ans plus tôt, il se montre pugnace. This aggression against the headquarters of the Palestinian people, what is the meaning of it? They are saying, or they try to say, that they can defeat us. No one can defeat the Palestinian people. Mais l'implacable stratégie de liquidation politique suit son cours. La question qui se posait maintenant était que faire au lendemain d'une opération comme celle-ci. Il y aurait une sorte de vide politique. Que faut-il faire après? Certains d'entre nous ont imaginé que la meilleure chose à faire serait d'encourager les Palestiniens à faire émerger un pouvoir exécutif fort. Une personne qui ne serait pas Arafat. L'idée était qu'Arafat continue d'être le président de l'autorité palestinienne, mais qu'il devienne de plus en plus un président en titre pour les cérémonies. Quelqu'un a même évoqué qu'il soit un peu comme la reine d'Angleterre. Ephraim Halevi, patron du Mossad, se mue en VRP de la cause anti-Arafat et parcourt pendant ce printemps 2002 les capitales influentes. La stratégie de diabolisation du président palestinien porte pleinement ses fruits le 24 juin 2002. Peace requires a new and different Palestinian leadership so that a Palestinian state can be born. I call on the Palestinian people to elect new leaders, leaders not compromised by terror. Il a été très perturbé par le discours de George Bush. Il ne savait pas comment y réagir. Il était très affaibli politiquement à la suite de cela. La communauté internationale lui a plus ou moins imposé de prendre un Premier ministre, chose à laquelle il s'était toujours opposé. Un genou à terre, Arafat nomme le 18 mars 2003 Mahmoud Abbas au poste de Premier ministre de l'autorité palestinienne. Un an après le discours de George Bush appelant au renouvellement de la direction palestinienne, Mahmoud Abbas marche côte à côte avec le président américain, Ariel Sharon, et leur hôte, le prince Abdallah de Jordanie. Yasser Arafat n'est plus sur la photo de famille, il est toujours confiné à la Moukata.
Arafat n'a pas du tout aimé l'image du sommet d'Aqaba. Il pensait qu'après la formation d'un nouveau gouvernement et en nommant un Premier ministre, cela lui permettrait de desserrer l'étau autour de lui, de sortir de la moukata et d'exister politiquement. C'est le contraire qui s'est passé. Le gouvernement palestinien a recueilli tout le bénéfice politique et lui s'est retrouvé de plus en plus isolé. J'allais le voir assez régulièrement. Il était dans une situation psychologique très mauvaise. C'était l'occasion de discuter et il se plaignait toujours d'avoir été abandonné par les dirigeants arabes. Lui essayait de les joindre, mais il ne répondait pas. Cela lui a porté un coup au moral. À Aqaba, entre délégations, on discute, on plaisante, on apprend à mieux se connaître. La diplomatie se nourrit de ces ingrédients. Mais on n'oublie pas de manigancer et de jouer de la présence de la caméra du service de presse israélien. Seul autorisé à filmer et à délivrer aux médias ces petits apartés. Nous avons affaibli Arafat, mais il continue à vous faire des ennuis. Je m'occupe de cela. Il y a 3 ans, il n'aurait jamais accepté que je sois ici avec le Premier ministre. C'est toute la différence. Mais il vous manœuvre, mais il vous mène en bateau. Oubliez ça, oubliez ça. Aujourd'hui, il m'appelle 10 fois par jour. Et tu enregistres là ? Yasser Arafat refuse de se laisser abattre politiquement sans réagir. Le pouvoir, l'autorité, l'OLP, le Fatah, le père de la nation, c'est lui. Alors, il pousse son Premier ministre à la démission et en nomme un nouveau, Ahmed Koraï. Sur le terrain, rien ne change. La violence est toujours quotidienne. Cette guerre avec Israël fera des milliers de victimes palestiniennes et israéliennes. De rares hôtes étrangers défient les interdits d'Israël de le rencontrer. Ariel Sharon érige un mur pour couper Israël et les colonies de la menace terroriste. Arafat pose pour la photo avec des activistes pour la paix, plus proche de la reine d'Angleterre que du Fedayeen d'antan. Arafat a perdu cette guerre. Il reste confiné dans sa présidence de Grava. Nous sommes à l'automne 2004. En octobre, nous nous sommes aperçus qu'il n'était plus comme avant, à travailler pendant de longues heures dans son bureau, mais qu'il dormait de plus en plus, et il ressentait une fatigue croissante. Dans les 10 derniers jours d'octobre, je lui ai amené secrètement une équipe de médecins qui venaient de Tunisie, puis le jour d'après d'Égypte. J'étais avec eux en permanence pendant les examens. Et un soir, je leur ai dit, « Les gars, dites-moi tout maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'arrêtez pas de me dire ce qu'il n'a pas. Et moi, j'ai besoin de savoir de quoi il souffre. » Quand je suis rentré dans la pièce après 2 semaines, j'ai été totalement choqué. Il avait perdu la moitié de son poids, si ce n'est pas plus. Il avait des caillots de sang au niveau de son visage et sur tout son corps. Il était très faible. There are certain investigations for this disease which is not possible to do them here. And this is why we advised him to go abroad for further investigations.
Pour la première fois en 4 ans, Soha, la femme de Yasser Arafat, qui vit en Tunisie avec leur fille, réapparaît à la Moukata. Elle convainc le Raïs de quitter Ramallah pour se faire soigner à l'étranger. Tel que lui-même, il nous regarda en souriant et nous dit « À la grâce de Dieu ». Le 28 octobre, les pelleteuses entrent en action pour redonner au parvis de la Moukata un semblant de lustre. Le président part en voyage à l'étranger. Après 3 ans de siège, Yasser Arafat recouvre la liberté de mouvement pour une évacuation sanitaire vers la France. Personne n'imaginait que son retour serait en fait celui d'un corps à enterrer. Je ne voyais pas dans les yeux de Yasser Arafat qu'il reviendrait. Le président atterrit en Jordanie, où une cour de fidèles est venue l'accueillir. Avec ressort et un certain panache, Yasser Arafat adresse un au revoir à la foule. Ses proches l'encadrent, le soutiennent, le portent presque jusqu'au Falcon que le président Chirac lui a envoyé. Il n'y a plus de temps à perdre. Le président palestinien doit être au plus vite hospitalisé en France, à l'hôpital militaire de Percy. La manifestation première de l'état de santé du président, qui était très inquiétante, était ses plaquettes de sang. Du 29 octobre jusqu'à pratiquement le 3 novembre, il reprend des forces, il est conscient. J'habite à l'hôpital avec quelques-uns de ses gardes les plus proches et son épouse, et nous le voyons jour et nuit, et il n'est même pas en soins intensifs. L'hospitalisation de Yasser Arafat devient le feuilleton télévisé le plus regardé du moment. Les médias du monde entier campent devant l'hôpital pour enregistrer des déclarations très officielles que concède son épouse par la voix d'un porte-parole. La situation clinique des premiers jours suivant l'admission est devenue plus complexe. Lorsque nous voyons que l'état du président empire et qu'il rentre dans le coma, nous demandons à Mahmoud Abbas, à Nabil Shaath, à ses compagnons les plus proches, de venir parce qu'il faut qu'ils assument avec nous la gravité de la situation. Perspective qui ne ravit pas son épouse. Alors que la délégation quitte Ramallah, elle intervient pour la première fois publiquement dans les médias. Those 3 people were legitimate leaders. Ces 3 dirigeants sont des dirigeants légitimes. Ils ont le droit de venir et de vérifier et de décider quel doit être le prochain pas à faire. Dans ce genre d'événement historique et sensible, je ne pense pas qu'il y ait de place pour les affaires ou les sentiments d'ordre personnel. Pour calmer les esprits, Nasser Al-Kidwa, observateur palestinien à l'ONU, mais aussi neveu du patient, prend un certain ascendant sur cette épouse discrète qui voudrait brusquement dénoncer les récipiendaires politiques de Yasser Arafat.
L'atmosphère était tendue. Et cela m'a pris du temps et des efforts pour expliquer encore à Madame Arafat l'utilité de cette visite. Elle était totalement émotive et encore une fois, je ne peux pas la blâmer. Je comprends totalement. Après un moment de tension, les choses se sont déroulées comme prévu. Et Ahmed Korey est descendu aux soins intensifs. Il était sous le choc. Il a failli tomber dans les pommes. Et après, la délégation est allée rencontrer le président Chirac. Et à partir de cet instant, les aspects pratiques avaient déjà commencé. L'état comateux qui avait motivé son admission dans le service de réanimation est ce matin devenu plus profond. Ceci marque un palier significatif vers une évolution dont le pronostic est réservé. Et ils sont revenus. Et il était clair que la question était réglée. Et ils ont commencé à penser à l'organisation du lendemain. En tenant compte de notre réalité et de nos croyances dans les volontés de l'homme et sa mission. We believe in God, and in case the worst will happen, all arrangements will take place here in Ramallah in the Muqata. Je dirais qu'un des grands problèmes a été bien sûr le lieu d'inhumation, puisque le président Arafat avait souvent dit qu'il aimerait être enterré à Jérusalem, à laquelle il n'avait pas eu accès, puisque les Israéliens lui interdisaient même de survoler la ville de Jérusalem. Ils ont essayé, mais nous avons été très clairs. Nous n'avons pas hésité à répondre négativement à cette demande, parce que nous comprenions l'intention politique et les conséquences que cela aurait. Nous avons donc refusé immédiatement, et ils ne sont pas revenus. Nasser Al-Kidwa revient à l'hôpital militaire de Persie, accompagné d'un responsable religieux. Le cher Tessir Al-Tamimi, confident de Yasser Arafat, refuse tout d'abord de rentrer. Il a une déclaration à faire à la presse. Tout d'abord, ils ont voulu me faire entrer par une porte dérobée. J'ai refusé. Je leur ai dit, je dois rentrer par la porte principale. Ils m'ont demandé pourquoi, et j'ai répondu, parce que les médias israéliens m'accuseraient d'être venu pour débrancher Yasser Arafat. هذا محرم شرعا في الدين الإسلامي وفي كل الأديان السماوية. وماذا عن الذي في الدم في المخ؟ هذا قرار أطباء. حينما دخلت على الرئيس ياسر عرفات Quand je suis rentré dans la chambre d'Arafat, du président Yasser Arafat, j'ai découvert un spectacle très impressionnant. Sa tête avait comme triplé de volume. Du sang s'écoulait de sa tête, de ses yeux, de ses oreilles, de son nez et de tous les pores de sa peau. J'ai eu du mal à supporter le spectacle. J'ai fermé les yeux et je suis revenu au bord du lit. Puis j'ai cherché la chaise la plus proche pour m'asseoir et j'ai commencé à réciter le Coran. Monsieur Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne, est décédé. Je ne sais pas ce qui a causé sa mort. Je veux savoir. Il faut demander au médecin. D'après ce que je sais,
Même eux ne sont pas sûrs encore aujourd'hui quelle était la nature du virus. Il a souffert d'une sorte de virus, et je ne suis pas sûr de son origine. Et je me suis adressé à des officiels. Écoutez, il y a cette théorie qui se répand que ce serait un empoisonnement. Nous savons que si c'est exact, que vous guérissiez le président ou que vous n'y parveniez pas, vous ne nous le direz pas. Peut-être que si vous le soignez, vous le lui diriez à sa sortie, mais dans tous les cas, à nous, vous ne nous le diriez pas pour des raisons politiques et de sécurité évidentes. Nous accepterions cela. Nous accepterions tout ce que vous ferez, hormis une chose, que vous fabriquiez un motif de décès. Ceci est le point central. Les Français n'ont rien fabriqué et n'ont pas menti. Ceci était suffisant pour moi. Pour résumer, c'était ainsi. La cause de la mort était la chute des plaquettes dans le sang et l'explication médicale continue. Il y a 3 raisons possibles à cela. A. Un cancer. Et ce n'est pas le cas. B. Une infection généralisée, comme par exemple une infection causée par le sida, comme une source israélienne sordide a essayé de le faire croire, et ce n'est pas le cas. C, un poison, et nous ne pouvons pas identifier de poison connu de nos services. C'était honnête. Ils ne pouvaient pas aller plus loin pour les options A et B. Ils n'ont pas menti. Je pense même que pour C, ils n'ont pas menti non plus. Ils n'ont pas pu trouver de poison connu, mais la lecture de ces conclusions peut amener à une compréhension limpide de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas suffisant pour démontrer qu'il y a eu une conspiration d'empoisonnement. Je crois qu'il a été graduellement empoisonné par les circonstances politiques créées autour de lui, qui l'ont privé pendant des années, et plus particulièrement les années de siège, de prendre un traitement adapté. الأخ الرئيس ياسر عرفات الذي انتقل إلى رحمته تعالى راضيا مرضيا وذلك في الساعة 4:15 من صبيحة هذا اليوم الخميس. He loved these things. Arafat loved these things, loved ceremonies. Arafat adorait les cérémonies. Et là, il y avait ces soldats français qui portaient son cercueil en Europe. Et il recevait des funérailles avec tous les honneurs. Et nous autres, Palestiniens, nous avons toujours adoré les Français. Nous étions là, et c'était vraiment un des jours les plus douloureux de ma vie, et même je crois le plus douloureux. Parce que nous accompagnions Yasser Arafat, qui était silencieux pour la première fois.
Vous savez, avec des gens comme lui, il est difficile d'imaginer qu'il vient de mourir, qu'il n'est plus là. Nous avons contourné toute la Cisjordanie. Et nous sommes arrivés au-dessus de Jérusalem. Et après, nous sommes allés à Ramallah. Je me suis dit alors que s'il avait imaginé un voyage d'adieu pour son peuple et pour la mère patrie, alors il l'aurait voulu ainsi. Quand nous sommes arrivés au-dessus de Ramallah, le pilote de l'avion m'a dit « Je ne peux pas atterrir ». « Comment ça, tu ne peux pas atterrir ?» Il me dit « Regarde, les milliers et les milliers de gens sous nous. Il n'y a aucun espoir d'atterrir. » Avec quelques difficultés et un miracle, nous avons fini par nous poser. Les soldats et les combattants qui étaient en furie se mirent à tirer en l'air. Et le pilote de l'hélico était proche de défaillir. Il nous confia qu'il suffisait d'une balle pour qu'on explose. Je ne pouvais pas ouvrir la porte de l'hélico. J'ai sorti mon cou et je leur ai dit « Mais que faites-vous » Je suis face à vous. Nous avons le corps du plus grand soldat palestinien, votre commandant en chef. Traitez-le avec les honneurs et la dignité qu'il mérite. Écartez-vous. La foule était comme une vague, une grande vague, qui s'est emparée du cercueil et l'a emporté. Et alors, il a disparu. Le cher Tessir Al-Tamimi se trouvait dans la voiture qui, au milieu du tumulte, conduisait le cercueil. Il a officié la cérémonie de funérailles et nous amène sur le lieu où Yasser Arafat repose actuellement, à la Moukata. J'ai craint que si nous ouvrions le cercueil, le corps ne soit enlevé. Il y avait des rumeurs qui disaient que les combattants des brigades Al-Aqsa allaient voler le corps et l'enterrer à Jérusalem. J'ai donc décidé de le mettre en terre avec le cercueil. Nous avons refermé la tombe sous les protestations de la foule. Nous sommes revenus le samedi vers 2 heures du matin et nous avons réouvert la tombe. Le cercueil a été retiré et nous avons sorti le corps. Nous avons effectué les prières avec les gardes du président, puis nous avons répandu sur son corps de la terre provenant de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem. Le cercueil de Yasser Arafat a été rapporté à la Moukata, dans une petite pièce voisine de la chambre où il vécut les 3 dernières années de sa vie. D'autres reliques du président attendent, dit-on, l'ouverture d'un musée dédié à sa mémoire. Au pied de ce bâtiment, figé dans un passé encore tiède, se dresse une Moukata reconstruite et moderne, cœur de la vie politique palestinienne. L'icône révolutionnaire Arafat s'est aujourd'hui dissipée, mais son legs est incontournable. L'héritier de Yasser Arafat est avant tout le peuple palestinien. Contrairement à tout ce qu'écrit la presse, il n'a jamais voulu, lui, désigner d'héritier. Je pense qu'il a légué aux Palestiniens
3-4 choses essentielles. Le droit des Palestiniens à un État, leur droit à avoir Jérusalem comme capitale et le droit des réfugiés à rentrer chez eux et à choisir s'ils veulent d'être indemnisés, qui sont ce que nous appelons, nous, al-thawabit, les revendications majeures, les conditions incontournables d'une solution du problème palestinien. Victime d'un accident cérébral, Ariel Sharon quitte la scène politique en 2006. Il pensait pérenniser l'État hébreu et favoriser sa sécurité en rejetant Oslo, en développant les colonies, en érigeant un mur de séparation entre Israéliens et Palestiniens et en éliminant politiquement Yasser Arafat. Quand vous dites qu'il n'y a pas de partenaire palestinien, vous créez un vide, un chaos. Et dans un océan de chaos, Israël ne pourra pas vivre en paix. Si vous voulez un Israël juif, vous avez de toute façon besoin d'un partenaire. C'est l'intérêt d'Israël. Je ne parle pas de l'intérêt des Palestiniens. C'est uniquement pour Israël, d'un point de vue totalement égoïste. Ce n'était pas prudent, ni raisonnable, de jeter ce partenaire dans les poubelles de l'histoire.